On a pu observer en amont du début du conflit ukrainien les mouvements des troupes russes aux frontières. Enfin, j'imagine qu'il faut montrer patte blanche quand on travaille avec les services de renseignement. Quand on prend une image satellite, on est capable de voir des choses avec une précision de 50 cm au sol. Nous, on est une des rares boîtes d'IA qui est capable de faire de la production pour de vrai. D'ailleurs, c'est une des raisons pour lesquelles Safran nous a racheté. Je ne sais pas ce qui se passe au-dessus de nos têtes, mais c'est un marché, quoi. Et moi, j'ai un événement qui m'a toujours intrigué. C'est la disparition de cet avion MH370. Les gens qui sont dans nos équipes, ils sont pas là par hasard, quoi. Est-ce que ça peut, à coup sûr, à 100% détecter une menace ? Et aujourd'hui, l'IA qui se trompe jamais, ça n'existe pas. Bienvenue dans Vision Terrain, le podcast signé La Draft, où les voix des acteurs et actrices de l'industrie résonnent pour faire bouger les lignes. Écoute, bonjour Clémence. Bonjour Alex. Comment vas-tu ? Très bien. Et Très toi ? bien. Eh bien, écoute, je suis très content de t'avoir et très enthousiaste aussi par rapport à cet épisode parce que j'ai le sentiment que je vais apprendre pas mal de choses. On va apprendre des choses sur ton parcours et aussi ce sujet passionnant qui constitue ton quotidien. Donc, sous le prisme de l'industrie 4.0, mais appliqué à ce petit monde invisible qui opère au-dessus de nos têtes. Donc, j'ai vraiment hâte d'apprendre ça à tes côtés. Donc, je pense que tu as vu mes vidéos passer. Donc, oui. Donc tradition oblige. Donc, comme tu le sais, moi, j'aime bien me renseigner en amont de ces épisodes et de me renseigner sur mes invités. Et ce que je te propose, c'est de te faire ta présentation. Donc, si tu es OK avec le concept, je me lance. Donc, c'est bon pour toi ? Je t'en prie, oui. N'aie pas peur. Vas-y. Lyonnaise de naissance, je suis issue d'une famille de scientifiques. Très tôt, je me découvre de vraies facilités et surtout une passion profonde pour les mathématiques. Jeune collégienne, je me projetais déjà comme démographe, fasciné par l'étude des dynamiques de population et par la lecture des grandes évolutions humaines à travers les chiffres. Avec cette influence familiale, cette appétence naturelle pour les maths et le fait d'avoir su très tôt ce que je voulais faire, mon parcours s'est dessiné assez naturellement vers le terrain et pas n'importe lequel, celui de l'industrie. Aujourd'hui, la data, portée et amplifiée par l'intelligence artificielle, est au cœur de mon quotidien. Cette trajectoire dans l'industrie 4.0 m'a progressivement propulsé vers les orbites algorithmiques où l'on analyse, interprète et anticipe le monde grâce à la puissance des modèles neuronaux. Mon équipe m'inspire énormément et je suis convaincu que les plus beaux projets sont encore devant nous. Je suis aussi l'heureuse maman de 2 enfants, sportive et musicienne sur mon temps libre, un équilibre de vie essentiel qui me permet de m'épanouir dans une vie aussi remplie que passionnante. Bonjour à tous, je m'appelle Clémence Bizot. C'est beau. C'est bien. Non, c'est bien. Est-ce que j'ai fait une fausse note ? Non, je crois pas. Je crois que c'est assez juste. Ok, effectivement. très bien. Bon, écoute. Pas que des scientifiques dans ma famille, mais... Une partie. Voilà. Est-ce que tu souhaites ajouter des éléments pour compléter le portrait ou ça te paraît non, ça suffisamment me paraît complet ? juste, oui. Ok. Écoute, moi, ce que je te propose lors de ce podcast-là, c'est... je vais te poser un certain nombre de questions pour savoir qui tu es, ce que tu fais. Ta vision d'experte aussi m'intéresse énormément. Tu me parlais d'un sujet aussi qui est un enjeu, qui est le recrutement dans ta société actuelle. Donc, je t'ai aussi préparé un quiz spécial recrutement, ce qui m'arrange, puisque c'est mon métier, comme tu sais. Donc voilà, est-ce que le programme te convient ? Oui, très bien. Ok, c'est parti. Avant de nous expliquer ce que tu fais aujourd'hui, est-ce que tu peux nous parler de ton cursus, de ton parcours ? Tu m'as parlé d'industrie, pourquoi ce choix sectoriel et comment ces premières expériences ont forgé ton ADN data/terrain. Au début de ma carrière, j'ai commencé par un stage, c'est ArcelorMittal, donc on ne peut pas faire plus industrie. Ouais, c'est sûr. Et puis après, j'ai rejoint Safran Aircraft Engines, toujours en faisant les moteurs d'avion. Ouais. C'était vraiment quelque chose que je voulais au début, d'aller faire de la data pour l'industrie, parce que je trouvais ça assez fascinant le nombre de métiers et d'expertises différentes qu'on rencontre dans ces milieux-là, et puis le côté, j'ai compris que ça te parlait aussi, le côté concret du terrain, aller en usine voir les choses physiques qu'on fait. Souvent la data, il y a beaucoup d'applications pas très physique, pas très concrète, et donc moi c'était quelque chose qui me tenait à cœur au début de ma carrière. Donc j'ai commencé, je disais, chez Safran dans la partie qui fait les moteurs d'avion.
où j'ai fait plusieurs projets pour optimiser des étapes de production sur des chaînes de production dans les usines. Okay. Puis plus tard, j'ai fait de la modélisation de la durée de vie des moteurs d'avion en fonction de leur usage. D'accord. Voilà. C'est une information importante quand tu vends ces moteurs à une compagnie aérienne. C'est la durée de vie, quoi. C'est ça. Exactement. Ouais. Et du coup, quelle data tu manipulais justement dans ton quotidien? Pour faire ça, on manipulait les données de vol. Donc, à chaque fois qu'un avion vole, il envoie des données au sol de ses capteurs, quoi. Et donc, on manipulait ça, et puis les données de maintenance, les informations de maintenance. Et ça nous permettait d'avoir tout un rétexte sur la durée de vie des moteurs en fonction de leur usage. On sait par exemple qu'un moteur qui vole dans un environnement chaud, il va s'user beaucoup plus vite qu'un moteur qui vole dans un environnement froid, ou bien le sable, ça use beaucoup les moteurs, etc. Donc on utilisait toutes ces données, les informations sur où les avions avaient volé, etc. pour mesurer cet impact. D'accord. Que ce soit des vols de l'environnement sur les vols. Super intéressant. Et que ce soit des vols court courrier, moyen, long courrier, enfin tu récupérais tous ces types de données. Voilà. Et tu parles de capteurs, c'était donc des capteurs, j'imagine, qui étaient sur les moteurs, mais dans les cockpits avec les pilotes aussi. Enfin, où étaient ces capteurs? Les capteurs dans les moteurs, parce que moi je travaillais sur la vie des moteurs. Ouais. Ok, super intéressant. Et donc là, ça a figé ton envie de continuer du coup dans la data, parce que chez Arcelor, tu as aussi fait un stage en data. Oui, je faisais de la data aussi, oui. Et c'était quel type de data chez Arcelor? Pour le coup, on avait des caméras sur les lignes de production qui regardaient les bandes des caméras hyperspectrales qui regardaient les lignes de production et qui analysaient. Le but, c'était de détecter des défauts avec ces caméras le plus en amont possible de la chaîne de production. Voilà. D'accord. Donc plutôt de la vision industrielle, mais en atelier, quoi. C'est ça. Ouais. Parce que nous, on avait travaillé avec un groupe américain qui s'appelle Cognex, et il faisait ce type de produit. Tu sais, c'était des sortes de scanettes, code barre. Il y avait aussi des caméras qui étaient spécialisées sur la détection de produits défectueux, des choses comme ça. Donc ça me paraît. Et c'était un stage de combien de temps, du coup, que tu as fait? C'était 6 mois. C'était le tout premier stage, de découverte. Ok. Et Safran, c'était mon premier job. Ouais. Ton premier job, d'accord. Ouais. Et tu es resté combien de temps? Je suis restée 5-6 ans, je pense. Ouais. Et puis après, ça m'avait vraiment plu, mais j'avais envie d'aller dans une société où la data était le cœur de métier et plus être on va dire une fonction support, quoi. Ouais. Pour aussi développer mon expertise, voilà. Et donc, j'ai rejoint une société qui, à l'époque, s'appelait Préligence et qui fait encore des algos de détection d'objets d'intérêt militaire sur imagerie satellite pour le renseignement. D'accord. Donc ça, c'est ta société? Donc, c'est ma société actuelle. Actuelle, ok. Qui a été rachetée par Safran il y a 1 an. Donc, je suis retournée au bercail. C'est ça, j'ai vu l'actualité, voilà. Effectivement. Donc, tu m'avais dit qu'ils ont été créés en 2016. C'est ça. Et vous êtes passé rapidement de 70 personnes. Enfin, vous avez triplé, même plus que triplé. Oui. Alors, moi, je suis arrivée, on était 70. Maintenant, on doit être 250, 270. Ouais, donc quasi fois 4, quoi. Ouais. Donc, belle réussite, en tout cas. Et donc, donc les fondateurs, je crois que j'ai vu, c'était Renaud et Arnaud, c'est ça? Oui, exactement. Qui sont d'anciens ingénieurs. Tous les deux, oui, d'anciens ingénieurs. Ok. Belle réussite, en tout cas. En tout cas, c'est une société qui a fort impact, puisqu'aujourd'hui, la défense est un sujet qui est central, même si on ne le voit pas, mais effectivement, moi qui ai commencé à découvrir ce milieu, je le trouve effectivement très, très passionnant. Donc du coup, toi, ton quotidien aujourd'hui, donc tu es chez Préligence, donc avec qui tu travailles, comment tu travailles, quelles sont les solutions que vous développez exactement? Ouais, alors du coup, moi aujourd'hui, je m'occupe justement de l'équipe de data scientists, de deep learning scientists, qui développe ces algos de détection d'objets sur imagerie satellite. D'accord. Donc tu es sur le produit phare. Voilà, le produit phare est historique, en tout cas historique. C'est Safran AI. De Safran AI maintenant. D'accord. Donc Préligence, on ne le dit, c'est Préligence ou Préligence? Ça dépend à qui on parlait, mais de toute manière, maintenant c'est Safran AI. D'accord. Donc vous ne dites plus Préligence. Non. Ok, donc Safran AI. Safran maintenant. Et donc voilà, je m'occupe de. Donc c'est une équipe d'une 20aine de personnes. Ah ouais, c'est pas mal. Et on travaille sur différents types de capteurs, soit l'optique, soit le SAR, donc l'imagerie radar, mais toujours de l'imagerie satellite. Qu'est-ce qu'on fait? On choisit les images satellites, on les fait annoter.
Donc ça veut dire qu'on demande à des gens de dire sur les images ce qu'ils voient comme objet d'intérêt militaire, comme tu dis, de les détourer, de dire ce que c'est, etc. Okay. Et on constitue avec ça de grosses bases de données à noter qui nous servent ensuite à entraîner des algos qui vont faire automatiquement cette activité de détecter des objets. D'accord. Et voilà, notre quotidien, c'est de faire ça et améliorer en continu nos détecteurs. Voilà. D'accord, ok. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, vous êtes connecté à des satellites, du coup, qui sont alors on n'est pas connecté à des satellites, mais on achète des données, des images satellites commerciales à différents fournisseurs. Ok. Donc il y a tout un marché. Est-ce que tu as le droit de dire qui sont ces types de fournisseurs ? Oui, on a du Airbus, du Maxar qui sont des Américains, du Planet, et puis dans l'imagerie SAR, il y a encore tout un autre écosystème. Donc ce sont des constructeurs de satellites qui récupèrent donc du coup des images. Voilà, et qui les vendent. Ça fait partie de leur business de vendre des images. Ouais. Et là, on parle de combien d'images là ? Vous avez un stock de combien d'images ? Plusieurs dizaines de milliers. Ah ouais, ok, intéressant. Et donc vous êtes capable, à travers votre solution, de pouvoir dire tel ou tel objet ou tel équipement ou machine, je sais qu'on parle tu m'en avais parlé, hein, mais on détecte aussi des véhicules, des navires, des frégates, des choses comme ça. Et du coup, c'est ensuite des algos qui sont utilisés par des équipes de renseignement plusieurs pays. Okay. Et je pense qu'un des exemples qui parle beaucoup, c'est de dire, grâce à ce type d'algo, on peut observer, on a pu observer en amont du début du conflit ukrainien les mouvements des troupes russes aux frontières. D'accord. Voilà, c'est à ça que ça sert le renseignement d'origine image, comme on dit, le ROIM. Ça permet de voir des mouvements de troupes et d'anticiper les choses. Quoi. D'accord. C'est une sorte de risque de conflit prédictif, quoi. C'est ce type de solution. Enfin, je le sors comme ça. Hein, mais alors, c'est pas notre solution qui prédit les conflits. Par contre, notre solution, elle va donner les moyens à des analystes de renseignement de regarder au bon endroit, au bon moment, et de voir les signaux faibles d'éventuels événements importants qui pourraient arriver. Quoi. Je ne sais pas si c'est parlant dit comme ça. Quoi, c'est d'ailleurs un de nos mantras, on va dire, c'est on ne sort pas l'humain de la boucle. Quoi. L'analyse, elle est bien faite par l'humain. Nous, on donne des outils qui aident. Parce qu'en fait, les services de renseignement, ils sont noyés sous les images, quoi. Donc ils n'ont pas le temps de tout traiter, de tout regarder. Donc on fait du traitement automatique qui va permettre de repérer, de donner des alertes sur là où il se passe des choses anormales. Et après, c'est l'humain qui analyse et qui interprète, quoi. D'accord. Voilà. Et donc vos clients, qui sont, comme tu le disais, principalement les services de renseignement, c'est des données qu'ils reçoivent de manière annotée, classifiée. Enfin, quand tu dis qu'ils sont perdus dans la myriade d'images, eux, comment ils s'en sortent ils s'en sortent grâce à nos algos. Grâce à vous. Donc merci. Non, mais donc eux, ils ont des sources de données. Eux, ils ont leurs propres satellites, souvent. Ou bien des satellites souverains d'origine étrangère. Voilà, ils ont leurs propres images satellites et ils utilisent effectivement nos algos pour un peu faire le tri dans les données qui leur arrivent, quoi. D'accord. Et vous, là, les technologies que vous développez, donc moi, c'est vrai que quand j'entends data, je pense tout de suite à software engineer, Python, etc. Enfin, voilà, c'est... En termes de stack technique, on est sur quoi ? Enfin, si tu peux rendre accessible pour ceux qui nous regardent. Dans le quotidien d'un deep learning scientist, il y a développé en Python, donc codé. Codé en Python pour analyser ces données, pour optimiser ces outils, pour faire des entraînements. Voilà. Donc, c'est codé, c'est aussi comprendre... les besoins du client, comprendre quand même bien le métier pour être capable de faire des algos qui répondent réellement aux besoins de nos analystes de renseignement.
Et puis, il y a toute une dimension faire des entraînements. Les entraînements, c'est lancer des expériences. Et puis comparer les expériences entre elles pour choisir celle qui donne le meilleur algorithme vis-à-vis du résultat qu'on vise. On est en itération continue, tu lances une expérience, tu itères, et vous êtes très proche du terrain, de vos clients. On essaye qui vous remonte les informations possible, et ça vous permet d'être toujours dans cette optimisation continue. Et puis dans la co-construction de solutions. Après, nos clients, ça reste des clients, ça reste le renseignement. Donc, il y a quand même une distance qui se crée inévitablement. Mais oui, on essaye d'être le plus proche possible des besoins utilisateurs. Ok. Et aujourd'hui, est-ce qu'il faut... j'imagine qu'il faut montrer patte blanche quand on travaille avec les services de renseignement. Est-ce qu'il y a des accréditations, des certifications à avoir pour lancer ce type d'activité comme Safran AI? Alors oui, on a énormément de notre personnel qui est habilité. Ok. Donc c'est quoi, secret défense, confidentiel, ce genre de choses. C'est ça. Ok. Et donc oui, clairement, il nous arrive de manipuler de la donnée classifiée. Donc, Ok. On a même un site à Rennes qui est dédié à ça, à manipuler, à noter, entraîner sur de la donnée classifiée. D'accord, ok. Donc ça veut dire que ton parcours doit être ultra clean, casier judiciaire vierge, ce genre de choses. Oui. En tout cas, il y a une enquête avant l'arrivée. Oui. Au moment, il y a certains postes qui sont soumis. Il faut avoir l'habilitation, être capable d'avoir l'habilitation. Oh, super intéressant. Et donc, du coup, tu me parlais de software développeur, mais quels sont les autres types de profils que vous recrutez chez Safran Alors, du coup, des deep learning scientists, des software engineers. C'est surtout ça dans les métiers techniques en ce moment. Après. Donc c'est master 2, ingénieur, doctorant, ce type de profil. Oui, c'est ça. Alors, soit en tout cas, dans mon équipe, on recrute des gens qui ont fait des études soit en computer science, soit en data science, soit en maths appliquées, quoi. On cherche des gens déjà qui sont intéressés par notre domaine d'application et puis qui sont quand on recrute des juniors, on cherche des gens qui sont curieux, un peu touche à tout. Mais en tout cas, il faut qu'ils aient une prédisposition pour la donnée. Oui, ça c'est sûr. Je crois que tu m'avais parlé aussi de profil des statisticiens. Est-ce que ça colle aussi ? Oui, ça colle. Enfin, ça c'est mon parcours personnel. Moi, je suis plus passée par les statistiques, mais c'est de plus en plus rare. Maintenant, maintenant, en fait, à mon époque, il n'y avait pas vraiment encore de master en data science, etc. Donc, on arrivait à la data science soit par la computer science, soit par la statistique. Maintenant, je crois que j'en vois plus du tout des profils qui ont fait des stats et qui veulent se mettre à faire de la data. En général, les gens, ils ont une formation en data science. Et puis je crois que ces 5-10 dernières années, on a des formations figées maintenant en data science. On en a plein des très bonnes formations d'ailleurs. Mais lorsque le métier est arrivé, effectivement, je pense qu'ils ont reconverti pas mal de statisticiens à ce métier-là. Mais maintenant, effectivement, les formations se sont depuis... développé, quoi. Ok. Et vous, vos enjeux du moment chez Safran AI, qu'est-ce que c'est aujourd'hui ? Alors, les enjeux du moment chez Safran AI... Pour 2026, maintenant qu'on 2026, déjà, on a un grand enjeu. Depuis qu'on s'est fait racheter par Safran, on a un nouveau pan d'activité qui est de faire des algos toujours d'IA sur image, mais pour faire de la détection automatique de défauts sur les lignes de production et pour du coup accélérer les étapes de contrôle sur les chaînes de production. D'accord. Donc c'est un tout nouveau, produit pour nous, exactement, très bien. Depuis qu'on a été racheté grosso modo. Donc on a un enjeu à cet endroit-là de faire grossir cette activité-là, qui est notre seule activité civile. Et on sait que pour une société, c'est bien d'avoir une société de la défense, c'est quand même bien d'avoir des activités civiles parce que c'est moins soumis à des aléas conjoncturels, quoi. Et puis c'est un marché qui est potentiellement un peu plus stable et facile, quoi. Donc on a ce grand enjeu là. Et puis après, sur moi, les produits sur lesquels je travaille, l'enjeu c'est de
diversifier nos clients à l'international, quoi. D'accord. On a déjà plusieurs clients internationaux. En ratio, c'est quoi à peu près? Combien vous avez de le pourcentage de clients français et internationaux? Alors, j'ai peur de dire des bêtises, mais on a plus de 50% de notre chiffre d'affaires qui est français aujourd'hui, ça c'est sûr. D'accord. Vous les diversifiez, internationaliser. Ouais, voilà, vraiment, l'enjeu c'est d'internationaliser et en fait, une des difficultés techniques puisque je parle de ce qui m'intéresse, après il y a plein d'autres difficultés, mais les difficultés techniques pour l'internationalisation, c'est de réussir à intégrer nos algos dans les systèmes spécifiques des clients, quoi. On fait de ce qu'on appelle chez nous du on-prem. Nos algos, ils sont déployés physiquement dans des environnements air-gap, donc sans Internet, etc., chez nos clients. Et chaque client a ses spécificités sur ses formats de données, ses contraintes de sécurité. Donc, on a des algos, on a un produit, mais c'est jamais exactement ce que veut le client, parce qu'il faut toujours faire des adaptations pour que ça s'intègre bien chez eux. Donc, vous refaites du développement spécifique pour que ça donc, on colle. a cet enjeu d'être capable de faire des développements spécifiques pour s'intégrer chez chacun de nos clients sans qu'à chaque fois on refasse c'est un sacré challenge ça quand même, c'est un sacré challenge parce que du coup vous pouvez travailler avec des services de renseignement, alors j'allais dire alliés avec les Américains, les Asiatiques, ce type de... Oui. Évidemment, on travaille pas avec n'importe qui, quoi. Ouais, bien sûr. Évidemment, quand on vend à l'étranger, l'État a un droit de regard et puis on fait pas ce qu'on veut. Ok, super intéressant. Moi, je suis recruteur, on a notre propre jargon, etc. Mais aujourd'hui, si on a, pour quelqu'un qui débute et qui veut découvrir les images satellitaires, c'est quoi les termes, les premiers termes de jargon? Est-ce qu'il y a des mots qu'il faut absolument... Moi, j'ai fait mes devoirs, j'ai vu quelques mots passer, mais je voulais te demander... Mais déjà, on dit pas image satellite. On dit raster. C'est un raster. Un raster. C'est anglais, du coup. Oui. Ok. Et donc ça veut dire une image géolocalisée. C'est un raster. Raster. Ok, je connaissais. Voilà. Et puis de la même manière, ce qui sort de nos algos, c'est pas des détections, c'est des vecteurs, quoi. C'est pareil, c'est quelque chose de géolocalisé, quoi. Un vecteur géolocalisé. Voilà. D'accord. Ça fait partie du vocabulaire de base, première chose qu'on apprend quand on arrive donc un raster, un vecteur, ok. Un raster, un vecteur. Ok. Donc nos algorithmes, ils prennent en entrée un raster, en sortie, ils sortent un vecteur qui est un fichier dans lequel on géolocalise les objets qui ont été détectés, quoi. D'accord. Je sais pas ce que tu avais vu comme petit mot de vocabulaire. J'avais vu des trucs qui étaient liés à l'image. On parle de résolution, Alors je sais qu'il y a différents étages d'orbite aussi, mais la résolution, alors je sais que j'ai oublié son nom, mais je sais qu'il était passé sur BFM TV, il parlait de résolution à 50 cm, certains en parlent à 30 cm, qu'est-ce que c'est ça exactement? C'est comme si tu mettais une caméra à 30 cm ou à 50 et tu Non, la résolution, c'est chaque pixel, c'est la taille du pixel sur l'image, grosso modo. D'accord. Donc ça veut dire, quand on dit une résolution à 50 cm, c'est que quand on prend une image satellite, on est capable de voir des choses avec une précision de 50 cm au sol. D'accord. C'est impressionnant, ça. Oui. Je veux dire, en 10 ans, ça. Je veux dire, tu peux nous donner une temporalité? En 10 ans, ça s'est amélioré de 50, 100%, 200%, tu saurais pas dire. Je sais pas te répondre. Mais en tout cas, on est dans cette précision-là, quoi. Et alors là, c'est dans le commercial, on trouve des choses entre, c'est plutôt 50 cm à 1 mètre, quoi. Ouais. C'est quand même un peu rare, le 50 cm. Mais sur les satellites souverains, il y a des résolutions encore plus importantes, quoi. Et ça, nous, on les voit pas. Hein. Mais en tout cas, on les voit pas au quotidien, mais ouais. Ok. Alors, tu parlais de ce nouveau produit, alors si je comprends bien, qui va être déployé dans les usines, donc pour améliorer les process de production. Du coup, on parle de vision industrielle, là, du coup. Et du coup, c'est multisecteur? Oui, alors là, nos premiers clients, c'est interne groupe Safran. Ouais, ok, déjà. Mais on a bien l'enjeu d'aller se diversifier à l'externe. Mais bon, l'activité, elle a commencé il y a un an et demi. Ouais.
peut-être 2 ans si on tire un peu le trait. Donc voilà, déjà, une des grosses réussites de l'année, ça a été de mettre en production 6 détecteurs sur des lignes de production de safran. 6 ou 7, je dis peut-être des bêtises parce que c'est pas mon équipe. Mais voilà, en fait, une de nos forces chez Safran AI, c'est cette capacité à pas faire juste des proof of concept, mais de vraiment faire des algos qui vont en production, qui sont utilisés pour de vrai par des utilisateurs. D'accord. Parce que c'est vrai que dans l'IA, il y a quand même, et dans la data science en général, il y a quand même beaucoup des cimetières de proof of concept des choses qui restent dans le jamais tiroir réussi à aller à l'étape de la production. Voilà, nous, on est une des rares boîtes d'IA qui est capable de faire de la production pour de vrai. D'ailleurs, c'est une des raisons pour lesquelles Safran nous a rachetés, quoi. D'accord, c'est la question que j'allais te poser. Quel est justement l'avantage d'être passé de start-up et d'être arrivé dans le giron d'un grand, je pense que ça ouvre énormément d'opportunités. Enfin, déjà, ils sont un petit peu laboratoire de test pour justement vos nouvelles solutions, mais qu'est-ce que ça apporte de plus? Un confort, c'est quoi? Pour moi, là, on a vraiment un peu le meilleur des deux mondes, quoi, parce que ils nous ont racheté sans nous. On reste une entité isolée et autonome, avec un certain nombre d'autonomies, par exemple sur l'IT ou des choses comme ça. Ok. Et donc, ça nous permet de garder l'agilité qu'on avait en tant que start-up. Mais ça a été une condition du rachat, j'imagine aussi. De ne pas être trop intrusif, je dirais. Je ne sais pas si c'était une condition, je ne sais pas si on était dans la position de mettre nos conditions. Mais en tout cas, ça ne change pas grand-chose à votre quotidien. Voilà, du coup, ça a permis que ça ne change pas énormément de choses à notre quotidien, nous, tech et opérationnels, quoi. Mais par contre, on a les reins plus solides financièrement pour faire d'éventuels investissements. Je pense qu'au niveau des sales, on profite du réseau Safran et de la marque Safran. Donc je pense que eux, pour le coup, ça leur change leur quotidien. Donc voilà, je pense que c'est un rachat qui a été fait sans casser l'existant et les qualités initiale de la boîte, donc pour moi c'est une belle réussite, quoi. Donc, vous pouvez développer vos solutions sereinement, recruter sereinement, parce que derrière un énorme groupe, en plus j'ai vu les résultats là dernièrement, c'est assez impressionnant. Je crois que c'est sorti là 30 milliards de chiffre d'affaires. Et pour moi c'est quand même une bonne nouvelle, parce que vous avez été racheté par un acteur français aussi, parce qu'en ce moment il y a beaucoup de rachats américains, et voilà, on se pose le problème de la souveraineté numérique, digitale, etc. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle, parce que je pense qu'il n'y a pas que Safran, je pense qu'il lorgnait sur vous. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle, quoi. Alors toi, tu as une équipe d'une vingtaine de deep learning scientists, comme Exactement. tu disais. Alors, qu'est-ce qui fait un bon data scientist? Parce que moi, j'ai découvert le métier en 2017 chez General Electric à l'époque. Donc je croisais des gens brillants au bureau, etc. Mais là, toi, tu manages, tu viens de ce métier, donc je pense que tu as le recul nécessaire aujourd'hui pour dire ce qui fait un bon d'un pas bon. Déjà, je pense que c'est pas un bon data scientist, c'est une bonne équipe de data scientists. Ok, super. Parce qu'en fait, c'est un métier où il faut quand même beaucoup de compétences. Donc, c'est rare d'avoir quelqu'un qui sait tout faire, quoi. D'accord. Donc, en fait, je pense qu'il y a un côté... il faut que les gens se complètent dans l'équipe pour avoir à la fin un truc où on sait tout faire ensemble, quoi. Il y a des couleurs. Je te dis, il y a les gens qui viennent un peu plus... qui vont être un peu meilleurs sur la partie un peu stats, compréhension des métriques, la partie entraînement. Il y a des gens qui vont être meilleurs sur la partie développement logiciel, qui est une compétence qu'on doit avoir. Il y a des gens qui vont être très bons sur la connaissance de la donnée, donc qui vont très très bien savoir comment on manipule un raster, comment interpréter une image SAR par exemple. Enfin bref, il faut une certaine expertise sur la donnée, il faut une certaine expertise sur le métier. Donc, bref, tout ça, il y a personne qui est à la fois expert de la donnée, expert du métier d'application, expert du développement logiciel, expert de la manipulation de données, expert de l'entraînement d'algo. Voilà, tout ça pour dire qu'en fait, je pense que c'est aussi une équipe complémentaire. Qu'il faut constituer des équipes bien complémentaires. C'est génial, parce qu'en fait,
ça force à la curiosité. Je pense que il doit y avoir une bonne ambiance dans l'équipe en disant tiens, toi, je sais que tu es plus affûté que moi sur tel ou tel sujet, est-ce que tu peux m'aider, etc. Donc ça favorise l'entraide aussi, je pense, ce type de complémentarité. Oui, c'est sûr. Et puis en fait, ça fait aussi que je pense que les gens s'ennuient pas dans ce métier parce que une fois qu'on a creusé un sujet, si on veut aller creuser un autre, c'est possible. C'est un puits sans fond, quoi. Ok. Alors, du coup, toi, quand tu lances des recrutements, déjà, je pense que tu as un mapping de ton pool de compétences, parce que tu en as 20 piles aujourd'hui. Oui, 21, je sais pas exactement. Ah, d'accord. Et donc, du coup, s'il y en a un 22e qui arriverait, tu aimerais qu'il ait quoi comme compétence, par exemple, en ce moment, tu vois, là, ce qu'on recrute en ce moment, c'est plutôt des gens qui ont plutôt la fibre entraînement de modèles, un peu moins la partie développement software. Mais oui, effectivement, en gros, à chaque fois qu'on recrute, on se demande quelle couleur de data scientist on veut, quoi. Ouais, c'est ça. Il y a aussi toute une dimension, que nous on a pas mal dans l'équipe, des gens qui ont plus une fibre gestion de projet, parce qu'en fait, comme c'est des métiers où on est en interface avec beaucoup d'interlocuteurs, de parties prenantes, c'est utile d'avoir dans une équipe quelqu'un qui n'est pas forcément expert de quoi que ce soit, mais qui aime coordonner tout ça. À chaque fois qu'on recrute, on se demande qu'est-ce qui nous manque comme. Et toi, couleur. De toute façon, tu as le mot final sur le recrutement. C'est toi qui tu les recrutes, c'est toi qui valides le recrutement. Tu sais. Oui. Alors après, j'ai des managers sous moi. C'est surtout eux qui décident, parce que après c'est eux qui vont manager. Mais oui, en général, on fait un entretien avec moi. Ok. Pour validation. Pour validation, ouais. Ok. On va passer une vidéo sur Safran. Je donne le top, donc la voici. Merci Clémence, parce que moi effectivement c'est plus clair pour moi. Alors effectivement, il faut s'adapter au jargon, etc. Mais en tout cas, je trouve que c'est très clair. Alors effectivement, moi j'ai relevé quelques chiffres. Alors j'ai pas eu des chiffres France, mais aujourd'hui je vois que le marché de l'imagerie satellitaire, ça s'élève à 6,6 milliards de dollars en 2025. Ah ben j'imaginais pas, tu vois. Ouais. Alors j'espère que mes sources sont bonnes. C'est Mondor Intelligence. Et il y a une projection du double d'ici 2030. Donc on passerait de 6 milliards à 12 milliards. C'est immense, c'est énorme. Ouais, tu vois, j'imaginais pas les chiffres, mais effectivement, ce qui est sûr, c'est que le besoin de. Enfin, ce qui est sûr, c'est que les capteurs aussi se diversifient, quoi. Ouais. Donc l'imagerie satellite, nous on s'en sert pour le renseignement, mais il y a aussi plein d'applications sur l'environnement, par exemple. Ouais. Parfois aussi pour l'agriculture. Il y a énormément d'applications. D'accord. Ouais. Ouais, donc c'est pas appliqué que à... Non. D'accord. Non. Ok. Ça marche. Parce que moi j'ai essayé de chercher le chiffre France. Après j'ai demandé à notre ami ChatGPT, il me dit 400-500 millions, mais j'ai aucun moyen de vérifier la source. De le vérifier, ouais. Donc, je sais pas. Donc je vais m'abstenir effectivement de figer un chiffre. Et aujourd'hui, quels sont les grands acteurs en France, à l'international, justement, qui sont sur ce segment qui vendent de l'imagerie satellitaire, satellite. Enfin, qui sont sur votre créneau, défense, militaire. En fait, ceux qui vendent des imageries satellites, ils sont pas forcément une couleur spécialement militaire ou pas militaire. Okay. Ils vendent, et puis après, c'est les gens qui achètent. Selon l'usage, quoi. Okay. Voilà. Et puis, il faut pas oublier tous les satellites souverains qui sont pas commerciaux, mais qui produisent beaucoup aussi d'imagerie satellite. D'accord. Et c'était quoi ta question? C'est oui, les sociétés. Alors moi, les sociétés. J'en avais moi, forcément, je pense à Airbus, Thales. Et après, il y a d'autres acteurs que je découvre. C'était, alors je sais pas si ça se prononce ICEYE. ICEYE, ouais. ICEYE, Unseen Labs, Planet Labs. Ouais, dans les Européens, il y a effectivement Airbus, ICEYE. ICEYE qui fait de l'imagerie radar.
Radar, ok. Voilà. Vous faites les deux, du coup. Nous, on fait les SAR deux. et Donc, optique, on achète effectivement des images ASI. On a même un partenariat avec eux. Ok, voilà. ouais. Puis après, il y a des Américains. Il y a Ventor, l'ancien Maxar, qui est un peu le mastodonte américain. Planète, tu l'as cité. On a Capella sur le SAR aussi, Umbra. Il y a beaucoup d'acteurs. Il y a beaucoup d'acteurs, ouais. Le marché est colossal. Ouais, puis c'est ce que je te dis, on ne sait pas ce qui se passe au-dessus de nos têtes, mais c'est un marché, quoi. Et il est colossal, quoi. Ok. Alors moi, si je me projette un petit peu, bien sûr dans la limite de ce que tu peux dire, hein, je suis un service de renseignement d'un pays quelconque et j'ai besoin de ta solution. Donc du coup, comment ça se passe le cheminement de vente, de déploiement des solutions? Par exemple, moi, je suis un service de renseignement, je vais te dire, j'ai peur que mon pays soit attaqué. J'aimerais bien des images que mes analystes ou les vôtres puissent analyser. Enfin, c'est quoi le cheminement, en gros? Oui, alors en général, les services de renseignement, ils ont déjà leurs propres images. Okay. Mais c'est vrai que on peut aussi servir d'intermédiaire pour aider à leur donner à ce qu'ils aient accès aux images. Nous, on vend juste les algos quand même. Et donc, ils ont déjà leurs images. C'est juste qu'ils peuvent ne pas avoir la capacité humaine à analyser ce flux d'images. Et donc, c'est là qu'ils ont besoin de nos algos. Et donc, ils vont... En général, ils vont nous demander. On a des concurrents, donc ils vont... Maintenant, le marché est assez mature, donc on commence à avoir des services de renseignement qui ont la capacité à évaluer la performance des algos. D'accord. Donc en fait, ce qu'on voit aujourd'hui, c'est que on a souvent une première étape de trial où ils vont vraiment évaluer de manière assez rigoureuse à quel point ça marche ou ça marche pas, quoi. D'accord. Et c'est là que nous, on est les meilleurs. C'est bien de le dire. C'est bien de le dire. Après, il y a toute une étape une fois qu'ils se disent c'est avec vous qu'on veut travailler parce que vos algos sont les meilleurs, il y a toute cette étape de comprendre comment on va s'intégrer chez eux, donc comprendre leurs contraintes. Qu'est-ce qu'ils ont comme... il faut des machines pour faire tourner ces algos. Il faut des GPU. Des supercalculateurs. Voilà, c'est ça. Donc, il faut comprendre qu'est-ce qu'ils ont comme machine, qu'est-ce qu'ils ont comme contraintes de sécurité, qu'est-ce qu'ils ont comme format d'image à mettre en entrée de nos détecteurs. Voilà, il faut comprendre leur environnement. Et là, on est un peu obligé de passer par une étape d'intégration et avec des développements spécifiques pour... s'intégrer chez eux. Voilà. Ok. Voilà, et parfois, on vend, en même temps que nos détecteurs, on vend aussi les machines qui permettent de faire tourner les détecteurs. Parfois, en fait, les machines sont déjà là, donc on vend juste les détecteurs. Voilà. Ok, donc ça veut dire que moi, je suis service de renseignement, je vais challenger, puisque je commence à connaître un petit peu le marché, je challenge les différents on va dire, fournisseurs d'algo. Oui. Ouais. Mais bon... Prochaine fois, je passe par Safran AI direct. Pas besoin de vous challenger. Ok. Très bien. Et aujourd'hui, alors effectivement, vous existez depuis presque 10 ans. Les ingrédients d'un projet réussi. Enfin, je veux dire, quand un service de renseignement est content, c'est quoi? C'est vous avez détecté à 100% les objets qui nous paraissaient. Enfin, c'est quoi projet réussi dans ce type d'algo? Malheureusement, on n'arrive jamais à 100% de qualité. J'imagine bien. Mais l'important, c'est d'être le meilleur possible sur les endroits les plus importants pour le client. Ok. Donc, un des trucs très, très, très importants, c'est la proximité avec le client. D'aller comprendre précisément ses cases d'usage, comprendre quels sont les objets qu'il ne veut pas rater du tout. Ok. Par exemple, on a un détecteur de bateau. Il faut qu'il soit bon sur les sous-marins. Les sous-marins, c'est un objet beaucoup trop important pour le renseignement pour qu'on se permette de ne pas être très bon sur la détection de les sous-marins, en plus, c'est à la fois de l'imagerie, mais du son, de l'acoustique, non? Ouais, alors on a effectivement une activité qui n'a rien à voir. Enfin, pas rien à voir, ça ressemble quand même, mais on fait de la détection de sous-marins, effectivement, sur image satellite. Mais on a aussi une activité de renseignement d'origine acoustique, où on fait des algos pour détecter effectivement des bateaux ou des sous-marins à partir des signaux de sonar des sous-marins. Des sous-marins, ouais. Voilà. Donc ça veut dire que... Alors il fait un son... Alors c'est juste, admettons, il s'approche trop près de nos mers, ou c'est une question d'intensité Qu'est-ce qu'on détecte les sous-marins? Enfin, quelle est l'alerte, en fait?
par rapport au son? Je connais pas très bien, c'est pas mon domaine, mais donc on a des capteurs. En gros, l'idée c'est d'avoir nos algos embarqués sur des sous-marins. Ouais. Les sous-marins, ils ont des capteurs qui s'appellent des sonars pour écouter ce qui se passe dans l'eau. Et donc ça, c'est du son qui est capté, qu'on va transformer en spectrogramme, donc en une image. Et puis ensuite, nos algos vont faire le lien entre le son et un objet, quoi. D'accord, ok. Je sais pas si comment il s'appelle ce film, Le Chant du loup, je crois. Un film sur les oreilles d'or de la marine. C'est des gens qui ont la capacité au son à interpréter les sons des sonars des sous-marins pour dire quel sous-marin il entend, quoi. Quel bateau ou sous-marin il entend. Enfin, il y a des gens qui savent reconnaître... Voilà, ça s'appelle les oreilles d'or, qui savent reconnaître le bateau ou le sous-marin qu'ils entendent. D'accord, donc c'est les oreilles absolues, pas de la musique, mais des sous-marins, quoi. Il y a un film, je crois que ça s'appelle Le Chant du loup. Le Chant du loup, c'est américain, c'est français? Non, c'est un film français. Ah bah écoute, je note. Ouais, ça m'intéresse. C'est un bon film. Ouais, super. Bah, et voilà. Et donc nous, on fait des algos pour aider les oreilles d'or. D'accord. Bon, en tout cas, pour répondre à la question, un projet réussi, effectivement, c'est quand le client identifie ce qu'il voulait identifier grâce à vos algos, tout simplement, quoi. Ok. Si on s'affranchit un petit peu de ton cadre du quotidien, cadre professionnel, moi j'aimerais bien avoir ton avis d'expert parce que moi j'ai un événement qui m'a toujours intrigué. C'est la disparition de cet avion là. Le MH370. Tu en as entendu? C'était celui en Amérique du Sud? Ouais. Non, c'était en 2014. Il a décollé de Malaisie. Il devait atterrir à Pékin et il a disparu des radars. Tu vois, et ils ne l'ont jamais retrouvé, cet avion. Et avec cette technologie... Alors là, je te parle de 2014. On est en 2026. Okay. Donc les technos ont encore évolué. Mais... je me dis, avec l'avancée qu'il y a en 2026, c'est pas possible qu'on le perde, cet avion-là, sur les radars. Enfin, je sais pas quel est ton avis sur le sujet. Enfin, vraiment, je t'affranchis de vraiment. Je veux ton avis même de personnel, tu vois. Ça fait écho. Non, mais on n'a pas des radars partout. Donc, je pense que l'hypothèse, c'est qu'il est tombé dans l'eau à un endroit où il n'y avait pas de radar. Mais comment ça a pu... Enfin, tu vois, même avec des images de satellite, est-ce qu'on n'aurait pas pu voir son parcours ou sa chute, tu vois? Mais ça me paraît fou qu'un avion, avec les technologies... alors, 2014, c'était peut-être pas aussi poussé qu'aujourd'hui, mais la question que je me pose, c'est en 2026... S'il se passe encore la même chose. Non, mais on voit pas les avions qui volent sur les images SAT déjà. Ouais. On peut pas reconstituer leur vol, leur machin, on peut pas les voir. Non, on voit pas ça sur les images SAT. D'accord. On voit pas les avions. Ok. Ouais, c'est une question vraiment que je me posais parce que bon, moi je sais pas. Sans rentrer dans des délires complotistes et tout ça, je me dis mais quand même quoi, t'as un avion, t'as des capteurs, enfin, tu peux pas perdre un avion. Si c'est au milieu de l'Atlantique ou du Pacifique. Mais c'est quand même le seul cas de l'histoire, tu vois. Donc je me dis, est-ce que c'était vraiment la faute à pas de chance, tu vois? Et moi, j'ai pas de réponse. Si on se recentre un petit peu plus sur toi aujourd'hui, qu'est-ce que l'industrie et ton quotidien t'ont appris sur toi en tant que pro, personne? En tant que pro, je pense que moi en début de carrière, je me projetais pas du tout dans une fonction de management. Ouais. J'étais plutôt attirée par l'expertise. Et puis finalement, moi, je me suis positionnée là où je voyais que j'avais le plus d'impact. Et voilà, je me retrouve à manager 20 personnes. Je pense que vraiment, j'aurais pas parié là-dessus au début. Et pourquoi? Parce que je me voyais pas comme un leader tu le voyais plus humain, je me voyais plus comme une experte, parce que j'aime beaucoup la technique, quoi. D'accord. Et en fait, je me rends compte que les problèmes humains ne sont pas moins intéressants. Et donc finalement, j'aime beaucoup ce que je fais. Et puis en fait, ça satisfait pas mal mon côté un peu touche à tout. En fait, je pense que je vois une grosse diversité de choses, de problématiques à la fois techniques, humaines, projets dans mon métier qui est assez chouette. Donc voilà.
Mais c'est vrai que j'aurais pas parié là-dessus au début. D'accord. Parce que tu es quel type de manager, leader aujourd'hui? Ça fait combien de temps que tu manages maintenant? Ça fait 6 ans, je pense. Ah ouais, quand même. 6 ans. Ah ouais. Sur une carrière de 10, 11 ans, 10 ans, je sais. Ah ouais, donc d'accord. Donc ta seconde partie de carrière, là, c'est du management? Bah oui. Je pense que aussi j'aime beaucoup mon métier là dans le contexte où je suis, à savoir où en fait, vraiment, je manage une équipe qui est dans le cœur de métier de la boîte, qui est une grosse équipe. Enfin, si on regarde les data scientists chez Safran AI, c'est plus de 60 personnes. C'est la plus grosse équipe d'IA de défense en Europe. Enfin. Et du coup, ça donne la possibilité, je pense qu'on a des projets qui sont passionnants et qu'on a une équipe, une masse critique qui fait qu'on a vraiment la possibilité de faire des vrais parcours de carrière pour les gens. Je pense que c'est pas possible partout, quoi. Ouais. Mais là, en fait, en plus, on est en croissance, un peu moins ces dernières années, mais voilà. Ouais. C'est vraiment la situation idéale pour faire progresser les gens parce qu'on peut proposer des opportunités tout le temps. Et donc ça me plaît vraiment beaucoup cette partie-là, un peu développement de carrière et faire progresser les gens. Et je pense que voilà, on est dans je suis dans les conditions idéales pour pouvoir faire ça parce qu'il y a des vraies opportunités. Parce qu'on est suffisamment gros. De toute façon, c'est vrai que pour fidéliser aujourd'hui des salariés, il faut pouvoir leur proposer un parcours de carrière qui est clair. Et du coup, ça, c'est quelque chose qui était figé déjà chez vous avant le rachat par Safran ou c'est le rachat vous a... Les parcours... Alors, je ne sais pas si on a des parcours de carrière très formalisés. Ce qui est sûr, c'est que on a beaucoup de projets très intéressants et qu'on peut proposer des choses variées aux gens de nos équipes. Quand ils en ont marre d'un projet, ils peuvent facilement aller faire autre chose, quoi. D'accord. Donc de switcher d'un projet à un autre. Ça, c'est tout à fait possible chez vous. Ouais, voilà. Manageuse malgré toi, mais très contente, puisqu'aujourd'hui, ça n'entache pas ce côté technique que tu aimes. Donc ça fait partie d'un tout là de ton quotidien. Donc ça, c'est vraiment top. Et tu me disais aussi que tu faisais du management. C'est du distanciel. Tu as des data scientists sur Paris, un peu partout en France. Enfin, comment tu gères ce management? Oui, c'est vrai qu'on a des full remote dans l'équipe, même des managers en full remote. Ça fonctionne bien. Ouais. Après, on a des contraintes où quand même, comme je te l'ai dit, on travaille sur de la donnée classifiée parfois et ça se fait pas à distance de travailler sur de la donnée classifiée. Ça manque à certains le côté interaction au quotidien, être juste à côté dans les bureaux, faire du peer coding comme on dit, donc c'est se mettre à côté et coder ensemble. Ouais. C'est vrai que ça c'est des choses qui manquent parfois. Mais c'est aussi des axes de réflexion, peut-être mettre ça en place et puis. Ouais, on essaye de faire attention à avoir des jours en commun où on vient tous au bureau, déjà. En tout cas, il ne faut pas se leurrer, il y a de la sollicitation, c'est sûr. Je pense que ce sont des profils qui sont extrêmement bankable, mais en tout cas, vos projets et ce rachat par Safran, je pense que ça joue sur votre marque employeur, sur la qualité de vos projets actuels et futurs. Oui. Donc voilà, j'ai envie de dire, postuler chez Safran AI, il faut y aller. Exactement, il faut y aller, franchement, il fait bon vivre. Ok. J'aimerais te proposer un petit quiz culture terrain, déjà pour commencer. Enfin bon, après, si tu sais pas, on cherchera plus tard ensemble, mais il n'y a pas de souci. Mais selon toi, il y a combien de satellites actifs autour de la Terre, tu saurais dire? Je dirais 5000, allez. Ouais, ok. T'as la réponse? Non, il me semble que c'était dans les 10 000, excuse-moi. Il me semble que c'est dans les 10 000, mais 10 000. Ok. Faut que j'aille vérifier vraiment l'info. Mais en tout cas, voilà. Après, tu m'as dit combien de milliards le marché des images sat? 6 milliards, ouais. 6 milliards, ouais. Puis il n'y a pas que les images, quoi, sur les satellites. Donc, non, effectivement, 10 000, ça paraît pas délirant. Ouais. Une IA d'imagerie satellite peut détecter un avion sur un tarmac, l'évolution d'un chantier, des navires en mer ou les trois? Les trois. Les trois? Ouais. On peut vraiment faire ça? Oui. Ok. Une paire de clés paumées sur le sol, c'est... Ça, non. C'est trop... trop petit, quand même. C'est trop micro. Et selon toi, le principal défi technique de l'imagerie satellite IA aujourd'hui, c'est le manque d'images, le volume massif de données à traiter, ou c'est plutôt la qualité de pixelisation des images, des couleurs? Un de nos défis techniques, c'est la rareté de certains objets. Donc, nos algos, ils se nourrissent d'imagerie annotée. Ouais. Mais donc, il y a certains
Alors, il y a 2 défis, je dirais. Ouais, il y a la rareté de certains objets. Donc, typiquement, pourquoi les sous-marins, c'est pas si simple que ça de faire des algos qui détectent les sous-marins? Parce qu'il y en a pas tant que ça, des sous-marins. Oui. Et donc, moins on a de données, plus c'est difficile. Et moins tu peux entraîner, quoi. Voilà, c'est ça. Les modèles, quoi. C'est ça. Et l'autre difficulté technique, c'est les objets trop petits. Ok. Certains véhicules, c'est trop difficile. Nous, on fait de la détection et de la classification, voire de l'identification. Donc, on fait pas juste dire là, il y a un véhicule. On dit c'est un véhicule de type militaire, etc. Ok. Et quand c'est trop petit, même l'œil humain n'arrive pas à voir. L'algo s'en sort pas non plus. Quoi. Ouais. Mais avec la puissance de l'IA, on va y arriver, je pense. À cette micro-précision. En tout cas, c'est ce qu'on essaye de faire au quotidien. Ouais. Ok. Me dit aujourd'hui les data scientists, alors surtout dans l'imagerie satellitaire militaire, aujourd'hui tu dirais qu'ils ont une pleine conscience des implications géopolitiques de ce qu'ils font, ou ils sont plus concentrés sur la technicité, c'est-à-dire on fait un produit qui marche, ou ils sont un peu alors tu me passes l'expression, mais un peu le cul entre 2 chaises, ou ils oscillent un peu entre les deux, ou ils ne savent pas du tout l'objectif final. Quel est l'état d'esprit? Est-ce qu'il y a une tendance ou ça dépend des data scientists aujourd'hui? Je pense quand même les gens qui sont dans nos équipes, ils ne sont pas là par hasard, quoi. Ça fait partie des motivations de venir chez nous, de se dire on va travailler pour la défense, le renseignement, pour la défense française, le renseignement français en particulier. Donc après, on est quand même assez loin. On ne sait pas exactement comment nos algos sont utilisés, ça c'est sûr. Ouais. Mais oui, je pense que le contexte géopolitique actuel donne beaucoup de sens à notre travail. Quoi. Et ça fait partie des motivations de la plupart des gens dans nos équipes. Ouais. D'accord. Ils savent dans quoi ils s'engagent et ils le font au nom de la souveraineté, la protection du je ne dis pas que c'est tout le monde, mais oui, quand même. La tendance, ça fait partie des choses aussi qu'on teste en recrutement, quand même. Ça fait partie de la culture de la boîte. Et comment tu testes ça? Il y a des questions. En fait, on n'a pas des questions, mais la plupart des gens, on leur demande quelles sont leurs motivations. Il y a beaucoup de gens qui répondent que le domaine d'application les intéresse, quoi. Ok. Alors je posais la question parce qu'effectivement l'exercice de l'entretien, c'est parfois on te dit ce que tu veux entendre ou des choses comme ça, mais en tout cas, j'ai envie de dire, vous cuisinez suffisamment en entretien pour savoir que la personne est vraiment engagée dans cette cause-là, quoi. En tout cas, si elle le dit. On cuisine surtout sur la partie technique, pour être honnête. J'imagine, Mais ce que je dis, c'est que la plupart du temps, les gens spontanément disent que ça fait partie de leur je viens chez vous parce que je sais que vous faites ça et je vais être engagé dans cette cause-là, quoi. Toute cette IA là, d'analyse satellitaire, est-ce que ça peut, à coup sûr, à 100%, détecter une menace et recommander une action militaire? Ou c'est vraiment l'humain qui est toujours derrière, qui prend la décision? Alors, c'est ce que je te disais au début. Nous, notre philosophie, c'est de garder l'humain dans la boucle et que l'IA, c'est juste un support à la décision. T'as dit un truc du genre à coup sûr. Ouais, c'est ça. Je veux dire, demain, une IA détecte une menace, des blindés sur une frontière entre 2 pays, des choses comme ça. Est-ce qu'il est capable de... je sais pas, d'automatiser, de déclencher, mais je pense que non. Ça serait en tout cas, ce serait une catastrophe déjà. non, mais c'est en tout cas une frontière éthique que nous, on n'est pas prête à franchir, quoi. Mais d'un point de vue technique, c'est pas impossible. D'un point de vue technique, il faudrait aussi avoir des IA suffisamment fiables. Ouais. Et aujourd'hui, l'IA qui se trompe jamais, ça n'existe pas, quoi. Donc après, est-ce qu'on arrive à avoir des IA qui se trompent moins que les humains? Peut-être. Ouais. Mais je sais pas. Encore une fois, l'humain dans la boucle, c'est important. C'est important. Ouais. Bah, écoute, je te propose de finir avec un petit quiz, mais spécial recrutement, parce que tu m'avais dit que aujourd'hui, et c'est un message que tu voulais passer, c'est que Safran AI recrute aujourd'hui. Donc moi, je te fais un petit quiz spécial recrutement. Donc, si un candidat est le meilleur expert data, IA que tu aies jamais interviewé, techniquement, il est topissime, mais qu'en termes de soft skills, tu te dis, lui, c'est une cata dans mon équipe, tu prends le risque ou tu n'y vas pas du tout? Ah non, j'y vais pas. Même si c'est le meilleur de sa catégorie. On peut pas être bon sans soft skills, ça n'existe pas. Donc même s'il est très bon techniquement,
C'est voilà. Des candidats, il y en a plein. Donc, on en trouvera un autre qui à la fois est bon techniquement et a les soft skills. D'accord. Mais tu prends pas ce risque-là de mettre un loup dans non, la bergerie, quoi. Bah non. Ok. Non, mais très clair. Ok. Si ton meilleur talent, le meilleur talent de ton équipe te dit je pars chez un concurrent demain, tu essaies de le retenir ou tu le laisses laisses filer? Oui, je vais essayer de le retenir, mais s'il veut partir, je vais le féliciter surtout. Voilà, si c'est ça qu'il veut. Ouais. Mais si c'est un candidat, enfin si c'est un talent sur lequel tu bien pariais. Sûr, je vais essayer de le retenir. Ouais. Mais bon. T'as déjà eu le cas ou pas? Enfin, je me permets de poser la question, mais t'as déjà eu le cas Oui, ça m'est déjà arrivé, oui. Et on peut pas tout le temps les retenir, quoi. Oui. Et puis en général, quand même, quand il y a un cap psychologique, enfin c'est rare quand même de réussir à retenir les gens une fois qu'ils ont passé le cap de se projeter ailleurs. Ouais. Et j'imagine qu'ils partent pour une meilleure qualité, enfin des meilleurs projets. J'allais dire meilleure qualité, non. Et ils partent ça dépend, chacun a son parcours. Le salaire, le projet, enfin voilà. Le salaire, le projet, le besoin de changement, il y a souvent, enfin c'est normal l'usure sur un poste, quoi. Je pense. Si tu devais recruter en urgence pour ton équipe, tu choisis plutôt une expérience solide ou la curiosité et l'énergie? Ça dépend, je fais ma petite matrice de quoi j'ai besoin en ce moment. Et ça dépend de l'équilibre de l'équipe, quoi. Si j'ai que des juniors en ce moment dans l'équipe, je vais privilégier l'expérience. Si j'ai déjà des gens avec pas mal d'expérience, je vais privilégier la curiosité et l'énergie. Et l'énergie, C'est ça. Ok. Donc c'est vraiment fonction de l'équilibre des compétences dans ton équipe, quoi. Ok. Si tu as un jeune ingénieur qui va un petit peu au culot, il te dit Clémence, moi je veux ton poste dans 5 ans. Tu le mentors ou tu le testes, mais tu le testes bien, quoi. Les deux. Les deux. Ok. Les deux, très bien pour lui. Je pense que donc t'es pas du genre à je vais perdre ma place. C'est au contraire, pour toi c'est une marque d'ambition et. Oui, bien sûr. Et tu l'accompagnes dans ça. Bien sûr. Ok. Parce qu'il y en a aujourd'hui, ils y vont au culot mais moi je serais dans la même position que toi. C'est au contraire, pour moi c'est pas la peur de perdre un poste ou quoi que ce soit, mais quand il y a quelqu'un qui est ambitieux, je pense qu'il faut vraiment pas le lâcher, quoi. Et après il faut valoriser l'humilité aussi. C'est ça. Mais oui, bien sûr. Ok. Si tu avais une baguette magique pour améliorer le recrutement dans ton secteur, dans ta boîte, ça serait plus de candidats qualifiés, plus de managers ouverts, visionnaires? En fait, on a du mal à recruter des seniors aujourd'hui. D'accord. On manque de candidats seniors. Pour quelle raison? L'âge du métier, en fait. Le métier de data scientist est assez récent. Donc, finalement, des gens qui ont 10 ans d'expérience en data, ça n'existe pas, quoi. Ah ouais, d'accord. Le plus senior pour toi, qui a vraiment fait ce métier, c'est pas 10 ans, c'est moins. En fait, ouais, non, c'est pas tout à fait vrai, mais disons que le bump, c'était il y a... où on s'est mis à faire... où il a commencé à y avoir beaucoup de gens qui faisaient du deep learning, etc. Je pense que c'était il y a 8 ans, quoi. Ouais, ok. Donc, si tu veux plus que 8 ans d'expérience, pas si simple à trouver. Ok. Et donc, c'est ceux-là qui sont durs à capter, les 7-8 ans, quoi. Oui, mais en fait, même 5-6 ans, on a du mal à avoir des candidats. D'accord. Parce qu'ils sont, j'imagine... après, je pense qu'ils sont peut-être bien lotis là où ils sont. Ils ont une qualité de projet. Et puis, donc, c'est compliqué. En tout cas, pour qu'une personne aille dans la team de Clémence, donc les conditions aujourd'hui à réunir, c'est une bonne expérience data, des bons soft skills, de l'ambition. Exactement. Ouais, c'est ça. Tu vois d'autres choses ou c'est... Non, et puis un intérêt, effectivement, ce qu'on se disait tout à l'heure, un intérêt pour notre domaine. Pour la protection, la défense, voilà. Et ça sera déjà bien, quoi. Ok. Du coup, moi, j'ai une dernière question pour toi. Qu'est-ce que je peux te souhaiter pour la suite, Clémence? Là, ça fait effectivement un moment que tu es chez Safran, tu as une belle équipe. Vers quoi tu aimerais aller ces prochaines années? Vous me souhaitez que ça continue comme ça. Je suis bien comme je suis, quoi. Donc des beaux projets techniques. Des beaux projets techniques, de la variété technique, une bonne équipe, des bonnes conditions de travail. Voilà. Ok. En tout cas, c'est ce que tu as aujourd'hui. Voilà, déjà. exactement. Donc, y a pas de je raison, suis satisfaite avec ce que j'ai aujourd'hui. Voilà, il n'y a pas de raison de partir. Et puis, Ok, très bien. Moi, je sais que tu fais du piano sur ton temps libre, mais est-ce qu'il y a une chanson où il y a un son que
que tu te passes pour te redonner un petit peu la pêche? Ma chanson du moment, ça va être un peu éclectique. En ce moment, j'écoute beaucoup une sonate en fa mineur de Schubert à quatre mains, parce que c'est un truc que je travaille avec ma mère en ce moment. Voilà. Donc, et c'est très très beau. Donc c'est pas très joyeux, mais c'est très beau. Le nom, c'est quoi? La sonate en fa mineur de Schubert. La sonate en fa mineur de Schubert. Voilà, à quatre mains. À quatre mains. Voilà. Pourquoi quatre mains? Ça veut dire 2 pianistes sur le même piano. Ah pardon, excuse-moi, oui, avec et ta donc, maman. En fait, c'est un morceau que je travaille en ce moment avec ma mère. Donc, Et qu'est-ce que ça donne là? Tu en es où? On en est à la première page. Ok. Bon bah écoute, j'écouterai. Alors effectivement, je m'attendais pas à ça. Je me suis dit, elle va me sortir quelque chose de. C'est le premier truc qui m'est venu parce qu'en ce moment. Je me suis dit, elle va me sortir quelque chose de mainstream. En fait, ok. Bah écoute, je me le note. C'est vrai que je suis pas très classique. Très bien. Bah écoute, en tout cas, Clémence, merci beaucoup de ta présence aujourd'hui. Je sais que c'était un exercice qui n'était pas simple. C'était ton premier podcast, mais en tout cas, pour moi, tu t'en es très bien sorti. Donc, je te souhaite tout le meilleur chez Safran AI, plein de bonnes choses. Et puis, je te dis à bientôt. Merci. Allez, au revoir.